parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast dimanche 14 mars 2021. On est ensemble pour 45 minutes pour parler NBA avec la team de ce soir. On a donc dans l'ordre Pi, Vincent, Muggsy depuis Londres et Vic depuis Tours avec un petit match de NBA en fond. Messieurs, comment allez-vous? Vous avez passé une bonne semaine? Super bien. On est content de se retrouver, parler basket après cette petite coupure due au All-Star Game. C'est ça. Les matchs commencent à reprendre. Ça fait plaisir de retrouver les petites habitudes d'être fatigué le lendemain matin. Il y a beaucoup de matchs, donc on a pris quelques jours off. Alors on a eu notre All-Star break. Ce soir, on va donc parler, on aura le coup de chaud pour commencer, vous en avez désormais l'habitude. Deux parties à développer. Quelles attentes pour cette seconde partie de saison qui va nous emmener tranquillement vers les playoffs qu'on attend avec impatience. Et puis, qui pour dominer la ligue après LeBron James, parce qu'il va bientôt un jour falloir penser à l'après LeBron James. Et enfin, on terminera par un petit quiz. J'ai un petit peu galéré, hein. C'est pas mon meilleur quiz, hein. Je préfère vous prévenir. J'ai un petit peu galéré. Mais bon, on va quand même essayer de s'amuser. On commence avec le coup de chaud. Qui est-ce qui veut prendre la parole pour commencer cette première partie? Muggsy. Allez, Muggsy. Si je peux commencer. Alors, de mon côté, je vais commencer par la conférence Est, en fait. C'est vrai que j'en avais parlé la dernière fois dans mon point. Miami remonte dans le classement, lentement mais sûrement, et s'affirme, je pense, se repartent sur la même dynamique l'année dernière, à savoir que personne ne les atteint à ce niveau-là, mais ils savent leur valeur et ils sont en train de travailler et retrouver leurs automatismes. Butler qui revient en puissance, donc ça monte assez bien. Celtics, bien sûr, Marcus Smart qui revient et qui fait vraiment du bien. Donc Tatum et Brown n'ont plus l'obligation de monopoliser et de partir toujours en ISO. Donc bon, à voir comment ça va pouvoir se maintenir jusqu'à la fin de saison. Je ne pense pas que tous les problèmes ont été réglés, mais déjà, ça fait du bien qu'ils reviennent et voilà, c'est déjà pas mal. Petite mention pour les Hornets qui montent et qui s'affirment, qui n'ont pas vraiment d'attente, mais un rookie qui marche et carbure, un Gordon Hayward que j'aimais bien, qui est parti des Celtics, mais qui n'avait pas forcément sa place. Et là, qui s'affirme, donc à voir comment ils vont pouvoir tenir. Merci. Le coup de griffe, La La Land, donc les deux équipes qui marquent le coup, que ce soit les Clippers ou les Lakers. Mais en forme, hein. Un tournant qui est quand même important dans la saison. Je suis sûr qu'on va les retrouver en haut de tableau, mais en tout cas, ça va être dur, la lutte va être acharnée. Et bien sûr, bon, le coup dur pour les Sixers au mauvais moment de la saison, je dirais. Perdre Jojo Embiid pour quoi, 2 à 3 semaines avant une autre évaluation, alors que bon, la course à l'Est, surtout en haut, ça s'annonce assez corsé. Voilà. On a pris note. Qui veut prendre la suite? Moi, je vais être assez rapide. Ah, vas-y, tu vas aller. Ah non, je t'en prie. Eh ben, tu as abordé le sujet. Moi, j'ai un première partie en coup de cœur pour Lamelo, qui me surprend vraiment beaucoup, qui est très sérieux, qui a des statistiques qui sont proches de celles de Mike Conley pour situer un peu le niveau du rookie. Le gars, ça fait 30 matchs qu'il est là. Il est à plus de 15 points, 6 rebonds, 6 passes. Il joue comme un ancien. Il a un petit souci de perte de balle de temps en temps, mais compte tenu du show et de tout ce qu'il apporte en attaque et de tout ce qu'il sait faire déjà, c'est très impressionnant pour quelqu'un qui avait quand même... Il avait une grosse hype due à son nom de famille, mais il y avait aussi une forme de méfiance vis-à-vis de lui parce que entre le comportement de son père, même s'il n'est pas responsable, et les résultats de son frère, on avait facilement l'envie de penser qu'il allait se planter. Et il est en train de faire quelque chose de très sérieux. Il est déjà plus fort que son grand frère. Respect et pourvu que ça continue. Et la deuxième chose, c'est un petit coup de gueule pour une équipe que j'aime beaucoup, les Pels. J'arrive pas à comprendre qu'il ne se passe strictement rien là-bas. Il y a quand même un objectif qui est sérieux. Je crois que c'est la seule équipe qui n'est même pas dans le play-in avec 2 joueurs à plus de 20 points de moyenne à l'intérieur. Il y a des mecs hyper sérieux comme Riddick, il y a Zion qui est peut-être une des futures stars, on pourra peut-être en reparler plus tard. Ingram qui l'année dernière était All-Star, enfin, je ne comprends pas. Voilà. C'est noté. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Je prends la suite juste pour qu'on... Vas-y, oui, quelque chose me dit qu'on a d'autres arguments là-dessus.
Ouais, je prends la suite concernant. Je vous rejoins sur la Melo Ball. Donc, je l'ai mis aussi en coup de cœur. J'en ai trois, hein, d'ailleurs, des petits commentaires à faire. La Melo Ball, de ce que j'ai lu, il est en train de faire quelque chose qui n'a pas été fait depuis la création de la NBA, donc depuis 60 ans. Donc, il mène en points, en passes et en rebond pour les rookies. Donc, je vois pas comment le titre de MVP, de rookie de l'année, ne lui tomberait pas dans les mains. Donc, ça, c'était pour la Melo. Mon coup de cœur aussi, c'est le retour de Caris LeVert. Il a passé une période compliquée, donc il revient avec victoire en plus au bout. Il a été maladroit, mais il a fait quand même son match, donc ça, c'est coup de cœur aussi. Et un gros coup de cœur pour Kyrie Irving. Dans le match face aux Nets, il a fait un très très gros match. Donc voilà, j'ai même vu que Damien Lillard face aux Celtics. Tout à fait. Damien Lillard effectivement a tweeté aussi comme quoi il avait fait un match très solide. Donc j'étais en train de regarder le résumé là, comme vous voyez derrière moi. Donc très très grosse perte de Kyrie, donc je le mets en coup de cœur. Ok. Carré. Ouais. Caris LeVert, c'est vrai que le mec, il y a 2 mois, on lui a trouvé une tumeur et c'était assez incertain sur la suite de sa carrière. Et aujourd'hui, il reprend le basket, il rejoue un match officiel. C'est une super nouvelle. En plus, c'était un mec monté en régime depuis son arrivée, suite à sa blessure en début de carrière à Brooklyn. C'est vraiment cool. Je suis très très content de le revoir aussi. C'est vraiment chouette. J'aimerais faire un coup de cœur sur les Toronto Raptors parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup avec Kyle Lowry qui est un de mes joueurs préférés parce qu'il met vraiment du cœur dans son basket. Et en ce moment, franchement, ils sont pas terribles, mais ils ont quasiment jamais joué au complet. Ils ont eu plein de soucis d'effectifs. Si on retrace depuis 2019 où ils gagnent le titre NBA, ils ont perdu Kawhi Leonard et Danny Green. Ils n'ont pas recruté. Cette année, ils perdent Marc Gasol et Serge Ibaka. Ils n'ont pas recruté. Et malgré tout, ils jouent avec un cœur terrible à l'image de Kyle Lowry que j'adore. Pascal Siakam qui commence à retrouver à nouveau un peu des marques. Mais ils ont manqué beaucoup de matchs. Et je trouve que c'est une équipe qui est super plaisante à jouer, qui lâche pas ses matchs. Nick Nurse qui nous trouve toujours une rotation incroyable, une rotation de joueurs avec des mecs qu'on connaît pas, qui font des gros matchs et tout. Et j'adore cette équipe. Et en plus, l'avantage en ce moment, depuis 1 an et demi, c'est qu'on voit plus Drake. Et du coup, c'est le seul point positif qu'on peut trouver à la situation. Et j'aime beaucoup Toronto, j'aime l'esprit. Et en plus, ils jouent à Tampa Bay en ce moment pour la saison parce qu'ils n'ont pas le droit de faire les allers-retours jusqu'au Canada. C'est peut-être pour ça qu'il y a pas de règle. Ouais, exactement. J'espère qu'ils vont monter en régime et qu'ils vont gagner plus de matchs qu'ils ne le font en ce moment. Écoutez, messieurs, on est en avance. Vous avez encore 3-4 minutes pour échanger. On a un petit peu d'avance pour une fois. C'était juste sur le point des Toronto Raptors. Moi aussi, je les aime bien comme équipe. Il y a une question qui se pose, à savoir est-ce qu'il faut qu'ils regardent après cette saison et qu'est-ce qu'on fait de Kyle Lowry et de Norman Powell qui peuvent être des bonnes pièces. Est-ce qu'on les échange? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on garde l'alchimie de l'équipe? Qu'est-ce que l'on fait? Moi, je suis plutôt pour garder. Est-ce que Lowry, ça serait pas genre mais il y a des discussions avec Philippe. Est-ce que Lowry, ce serait pas le meneur parfait pour compléter le jeu des Clippers? Un mec organisateur qui sait ce que c'est que le basket, qui sait qu'on distribue. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que les Clippers, ils manquent d'un vrai meneur organisateur. Il serait le bonheur de beaucoup d'équipes. Bah oui, parce que beaucoup d'équipes. Et là, il peut vraiment gagner un deuxième titre rapidement, quoi. Il arrive et je pense que c'est un mec qui peut rentrer dans n'importe quel effectif central. Il y a j'ai vu, il y a le hit le hit, il est sur les côtes de Kyle Lowry, là. J'ai vu une rumeur passer comme quoi le hit était passé peut-être à l'offensive pour acquérir Lowry. Il y a une chose qui me surprend, c'est que ils ont perdu, comme l'a dit Vincent, ils ont perdu énormément de grands joueurs et ils n'ont fait aucun move pour essayer d'aller en chercher. Je les ai jamais entendus dans les discussions pour aller chercher qui que ce soit. Et quand même, ils gardent un niveau de performance qui est solide. Hein, l'année dernière, ils ont fait batailler Boston pour la qualification. Cette année,
Bon, voilà, à 3 victoires la semaine dernière, ils étaient bien. Cette semaine, ils sont moins bien. Ça bouge rapidement, mais quand même, ils ont vraiment du cœur. Et j'aime beaucoup, même l'organisation et tout, j'aime bien. Concernant la Melo Ball, peut-être que c'est la bonne surprise de la QV des rookies. C'est vraiment qu'on attendait sans l'attendre. On s'attendait à être déçu plutôt, je pense. Et au final, peut-être, est-ce que c'est son expérience à l'étranger? Avec les adultes, ouais. En Australie, je pense. En Australie, et puis il a joué en Europe, je sais pas, dans un pays ouais. ou un pays baltes, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et ça l'a peut-être forgé, comme tu vois des mecs qui ont une carrière à l'européenne où ça joue un peu plus rugueux, un peu plus dur, un peu plus à l'ancienne, quoi, et qui arrivent avec des fondamentaux plus construits que les mecs qui ont fait un an en université, quoi. Et même, je trouve que par rapport à la star que c'est, il fait pas le mec qui croque, tu le sens pas perso dans son jeu. Tu as l'impression qu'il veut vraiment. Il n'hésite pas à envoyer la balle à n'importe qui, à n'importe quel moment, du moment qu'il est bien placé et que ça fait avancer. Et puis on n'entend plus son père. C'est un meneur de jeu qui distribue. On n'entend plus son père et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai. C'est vrai. Si. Non, mais comme dit Vincent, je pense qu'il s'est aguerri et qu'il a acquéri aussi une expérience de pro. Et il y a eu beaucoup de discussions, les joueurs NBA qui valorisaient en fait le système un peu à l'européenne ou de formation et qui mettaient aussi en cause est-ce que la NCAA ne devrait pas mettre une dimension qui est un peu plus portée vers le professionnel, le développement de l'humain. Et là, grosso modo, tu peux peut-être dire que la Melo en a profité et qu'il le met à profit. Il y a bien la nouvelle ligue pour les jeunes et qui vont être rémunérés, qui va être mis en place là bientôt, qui va concurrencer la NCAA, je crois. Ah oui, ouais, mais en fait, c'est pas un problème de rémunération. Je pense que c'est plutôt un problème de formation, de mindset et de vraiment d'être dans un contexte professionnel, tu vois, en Europe, qui joue en équipe plutôt que mettre l'accent sur un joueur, en individu, te monter la tête en disant, voilà, en individu. Et là, c'est ce qu'il a posé, qu'il a ancré, je trouve. Ben, quand tu regardes, force est de constater concernant les arguments que vous donnez, Haliburton aussi, qui est passé par l'Australie, il fait quand même une saison très solide aussi. Donc, le fait de s'expatrier pour avoir de l'expérience de jeu, ben, ça prouve qu'ils font des paris gagnants, ces joueurs-là. Haliburton, il est passé par l'Australie? Oui, il a joué en Australie, là, je crois, la saison dernière. Je ne savais pas. Messieurs, première coupure. On se retrouve dans quelques minutes. Aiguisez vos arguments, là, ça va être sympa. On a pas mal de choses à dire pour la deuxième partie. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. C'est moi ou je me trouve un peu mou du genou, là? Deuxième partie de cette émission. On va commencer tout de suite par un Meus Culpus. Hein. De la part de Vic. Haliburton, il n'a pas joué en Australie. Autant pour moi, les gars. Autant pour moi, j'ai été rappelé à l'ordre. Voilà, c'est fait. Deuxième partie. On va parler notamment de cette deuxième partie de saison, justement, qui a donc débuté après ce All-Star Break. Quelles attentes pour cette deuxième partie, messieurs? On a pas mal de choses à... J'ai une petite série de questions, là. Vous allez... Si jamais je vois que ça s'enclenche pas, je vous poserai quelques questions pour relancer. Mais concrètement, qu'est-ce que vous attendez de cette deuxième partie de saison? Quelles sont vos attentes, vos espérances pour cette fin, cette partie qui va nous emmener vers les playoffs, comme je disais en début d'émission? Alors, les gros doivent commencer à hausser le ton, à mettre en place leur jeu et à aiguiser leurs armes pour les playoffs, parce que, comme on l'a répété déjà sur d'autres épisodes, c'est compliqué d'appuyer juste sur le bouton et de faire on-off pour être prêt tout de suite quand ça sera dangereux. Il y a les équipes qui sont en ballottage, qui sont dans le play-in. Il y a celles qui vont devoir essayer de faire un effort pour essayer d'en sortir. Peut-être qu'à l'ouest, ça va être plus compliqué, mais à l'est, il y a des équipes comme Miami qui sont en train d'opérer une belle remontée et qui pourraient essayer de quitter ce play-in et d'intégrer le club des playoffs directs. Miami, ils sont quatrième. Ils sont quatrième. Ils sont quatrième déjà? Ouais, ils sont quatrième. Et ben voilà. Et ben donc d'autres en plus, il faut qu'ils arrivent à sécuriser leur poste et qu'ils arrivent à assurer leur place en playoff pour toutes ces équipes-là. Ouais, effectivement, là, ça y est, c'est la deuxième partie. Alors j'espère, malgré le gros rythme de match qu'il va y avoir sur la deuxième partie de saison, parce qu'il y a certaines équipes
par exemple, pour pousser à l'excès, il y a les Spurs et les Grizzlies qui vont jouer 40 matchs en 68 jours. Ça, c'est quand même surréaliste. Et puis les autres, ils vont en jouer 36 ou 35. C'est déjà énorme. En 68 jours. C'est un match tous les 2 jours au minimum, pas plus de un jour off quoi, entre 2 matchs. J'espère que malgré tout, surtout, moi vraiment mon souhait, c'est qu'on va échapper aux grosses blessures. Parce qu'on s'est fait peur il y a 2-3 jours à Joel Embiid qui est mal retombé, même il y a 2 jours, sur son genou, hyper extension du genou. Finalement, il va en là pour 2-3 semaines alors qu'on craignait le pire. J'espère qu'on va éviter ce type de frayeur et qu'on va avoir les roadsters qui seront au top pour le coup d'envoi des playoffs. Que les équipes vont aussi arrêter l'espèce de load management à la Clippers où les mecs jouent un match sur 2. J'espère qu'ils vont tous bosser dans un souci de performance pour être prêts. Et puis, on veut voir le retour de Kevin Durant. On veut continuer à voir les Bucks, les Heat qui continuent à monter en régime. On veut continuer à voir les Sixers, les Heat et les Suns jouer avec beaucoup de réussite comme en ce moment. Et on veut voir de la performance et des mecs en forme. Pour compléter ce que Vincent a dit, vas-y Vic. Ouais, non, pour compléter ce que Vince disait, j'aurais rajouté aussi les 6 dans le lot. C'est vrai que moi, j'attends beaucoup de cette équipe-là qui déçoit. J'attends aussi beaucoup des Lakers, même s'ils ont perdu Anthony Davis. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais ouais, j'attends un petit peu parce qu'ils sont un peu distancés. Ils sont 3e là pour le moment. Ils sont le même nombre de victoires que les Suns. Mais j'ai un petit doute quand même sur ça, donc j'attends, pour moi, petit souci de technique, j'attends aussi le retour de Kevin Durant. Tu peux demander à ton électricien de faire ça plus tard, s'il te plaît. Et je passe la parole à Mehdi, j'ai un petit problème technique. Non, merci Vic pour la transition. Non, pour revenir sur ce que Vincent a dit, c'est vrai que à 40 matchs, le facteur récupération et montée en puissance des équipes va être important. Donc, on regarde aussi le calendrier. Il a mentionné les San Antonio Spurs et les Memphis Grizzlies. Il faut dire que les San Antonio ont marqué un arrêt l'année dernière. Après avoir 22 ans de campagne consécutive dans les playoffs, ils ne l'ont pas fait. Donc, cette année, ils ont un calendrier qui est très dense, comme l'a dit Vincent, 40 matchs avec beaucoup de back-to-back, donc des matchs qui s'enchaînent contre des équipes qui sont aussi rugueuses et bien rodées, donc ça va vraiment s'annoncer encore une vraie bataille pour coach Popovich et ses troupes. Los Angeles, bien sûr, les Lakers vont se frotter. Leurs défenses vont quand même se frotter à de grosses attaques, donc ça va être quand même intéressant de voir quel va être le rendu. Les Mavs ont un calendrier qui est assez allégé par rapport au pourcentage de victoire des équipes en phase, donc ça va être intéressant de voir la dynamique. Les Celtics, comme l'a dit Vic, sont chutés de la 4e position en termes d'équipe défensive à 16e, donc ça va être encore plus important dans la conférence Est. On attend beaucoup plus. Surtout qu'il y a une course qui s'est déjà lancée, à savoir entre les 3 équipes du haut, à savoir les Bucks, les Nets et les Sixers, et qu'il va falloir vraiment cravacher pour s'arrimer en tout cas à ce trio de tête. Donc ça va être intéressant de voir comment les équipes vont se mettre en place, gérer ce stretch de 36 à 40 matchs pour vraiment éviter ce tournament play-in qui est entre les équipes de 7 à 10, limite un coup près aussi. J'ai quelques petites questions, messieurs, justement, sur cette deuxième partie de saison. Est-ce que, selon vous, les Rockets vont-ils regagner un match? On rappelle, ils sont sur 15 défaites. Non. C'est dingue. Un match, oui, quand même. Au départ de James Harden, franchement, je pense qu'on a été tous à se dire ils ont quelque chose et tout. Il y avait Christian Wood qui était là, John Wall, Demarcus Cousins, il y avait encore les anciens bons coéquipiers de l'année dernière, PJ Tucker, Eric Gordon. Oladipo est arrivé un peu plus tard, mais c'est vrai que c'était un bon renfort. Il y avait vraiment quelque chose à faire et tout. Et eux, alors, quand tu regardes la feuille de match, ou quand tu regardes les matchs, ils sont jamais là, quoi. John Wall, je sais pas, il a dû jouer 20 matchs cette saison. Je dis ça un peu à la louche, mais
il rate grave beaucoup de matchs. Cousins, il s'est fait couper. Christian Wood, il s'est blessé. Tucker, il boude. Oladipo, il a été blessé. C'est une catastrophe. Il gagne pas de match. Et c'est très dommage parce que je trouvais que il y avait un truc, ouais. l'après-Ardennes avait été super bien construit. Et en fait, ça a trop vite capoté, quoi. Dommage. Mais non, c'est fini. Ça y est, il n'y a plus rien à espérer dans cette saison. Donc peut-être qu'ils vont tanker. Voilà, et ça, c'est énervant. Mais bon, tant pis. Pierre, est-ce que les Knicks vont se qualifier pour les playoffs? Comment? Est-ce que les Knicks vont se qualifier selon toi pour les playoffs? Moi, déjà, s'ils sont dans le play-in, j'estimerais. Quand je dis playoffs, j'inclus les play-in. Alors, je les vois jamais avoir un site direct. Ils seront pas 6e ou au-dessus. Et s'ils arrivent à rester dans le play-in, je serais content. Moi, en début de saison, je les avais mis antépénultième, je crois, de la conférence Est. Donc, tout ce qui arrive cette saison, c'est que du bonus pour moi. Antépénultième, on rappelle, hein, c'est 13e, hein, du coup. Avant-dernier. Oui. Il n'y a pas que des. On rappelle que ce type de mot mérite une anatémie. Dédicace à Thomas. Est-ce que selon vous, les Nets vont s'envoler là, lors de cette deuxième partie de saison? On attend le retour, vous l'avez tous dit, on attend le retour de Kevin Durant. Est-ce que vous pensez qu'ils vont s'envoler pour définitivement s'installer en haut de la conférence Est? Ouais, franchement, je pense qu'ils vont finir premier et je pousserai un peu plus le bouchon puisque avec KD, ils seront injouables. Donc, je les vois même, franchement, en finale NBA et pourquoi pas gagner le titre. Je vais mouiller. Ah. Le truc, c'est que sur le papier, quand tu te dis que tu rajoutes à une équipe qui marche bien Kevin Durant, il y a peu de raisons que ça ne marche pas. Mais tout peut arriver. Donc, Vic peut être confiant. Moi, je vais attendre de voir comment ça se passe. Effectivement, c'est une équipe qui est sur le papier hyper alléchante. J'attends juste. Par contre, quand tu rajoutes Blake Griffin, tu peux facilement te dire que ça peut pas. La bonne nouvelle, c'est que j'ai vu qu'ils allaient prendre leur temps pour leur relancer. Donc, ils prennent beaucoup de temps pour leur relancer. Est-ce qu'il y a des choses que. Même sans Griffin, je veux dire, l'équipe est déjà. Ah, on t'entend plus, Maxi. Il a même disparu. Ouais, on a perdu Maxi. Vas-y, Chas. Je disais, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué dans cette première partie que vous espérez voir en deuxième partie de saison, justement? Des choses ou des joueurs ou des performances, enfin... Des effectifs au complet. Ouais. Des effectifs au complet sur plusieurs matchs, des effectifs au complet dans l'absolu. Le mois de janvier, la NBA a repris le 22 décembre de mémoire. Le mois de janvier a été hyper compliqué au niveau des effectifs. Tous les joueurs, les cas contacts, les trucs ont eu des Covid. Du coup, les effectifs étaient décimés jusqu'à parfois, je me souviens des Sixers où les 5 majeurs plus les 2 premières rotations étaient out et qu'on a fait jouer des gars, personne les connaissait. Un rookie a marqué 35 ou 40 points. Enfin, voilà. Moi, j'aimerais qu'il y ait des effectifs au complet. Ça, c'est vraiment mon souhait, quoi. Maxi, on t'a perdu tout à l'heure quand tu as voulu prendre la parole? Oui, non, je disais que même sans avoir ajouté, sans avoir KD et Griffin, tu vois déjà ce que Kyrie est en train de faire, comment ça marche avec James Harden. Ils n'ont pas encore réglé le problème de la défense. Ça, je pense que c'est toujours en train de se mettre en place, mais déjà, je veux dire, ils font peur. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout et gagner le titre? J'attends de voir. Je ne peux pas le dire en venant de Boston. En tout cas, j'y prends encore à mon équipe. Mais non, ils montent en régime. Et si Kyrie reste dans son rôle et éviter tout ce qui est extra sportif, bon, ils ont quand même une bonne chance. Mais après, il ne suffit pas juste d'ajouter des pièces et de se dire que tu vas au bout. Il faut aussi que la mayonnaise prenne et que tout fonctionne et que chacun joue son rôle. Je pense qu'on ne parle pas d'un joueur qui, à mon goût, est très très fort et apporte beaucoup, même si ça ne se voit pas dans ses stats, qui est quand même Jeff Green. Et à voir. Joe Harris, bien sûr, qui complète le trio, mais voilà, ils ont énormément de pièces et ça risque d'aller très loin. Mais comme l'a dit Vincent, on a tous envie de voir vraiment ces équipes en complète, en bonne santé et prêts vraiment à aller au charbon et se battre pour cette seconde partie de la saison. Après, très honnêtement, je vois pas de la manière dont sont fait les 2 conférences, les 3 équipes à l'Est et les 3 équipes, entre guillemets, 4 équipes à l'Ouest.
je pense pas que ça va bouger fondamentalement et je pense que le titre va se jouer entre ces équipes-là, très honnêtement. Après, on n'a pas parlé de la fenêtre de transfert, mais on a jusqu'au 25 mars pour que les équipes se renforcent. Et il n'est pas exclu que certains se disent, tu sais quoi, maintenant il faut se préparer et au vu du recrutement ou des performances des équipes, il faut bouger et y aller. Moi, je dirais qu'il peut y avoir des surprises. Regarde, l'année dernière, avec le système de tournoi avant, on a vu apparaître Miami d'un coup. On a vu que leur défense, elle était galère à jouer, que toutes les équipes se prenaient un peu les pattes dedans. Les surprises sont encore possibles. Je ne dis pas qu'on aura un champion qui sera classé 8e à l'Est ou à l'Ouest, mais on peut avoir une petite surprise. Le top 4, je suis pas. Par exemple, à l'Ouest, est-ce que Phoenix, qui fait une super saison, les joueurs qui n'ont, eux, aucune habitude des playoffs, vont savoir s'adapter au niveau de difficulté des défenses qui augmentent, le jeu qui ralentit un peu, le ballon qui va devenir peut-être plus lourd dans les mains de certains joueurs. Il y a des choses comme ça qui peuvent, sur la saison, se passer bien parce que la pression, l'euphorie est là. Enfin, la pression positive et l'euphorie est là. Et puis au moment où ça compte, si jamais tu risques de te faire éliminer, les genoux peuvent claquer ou ils peuvent avoir un peu peur, quoi. Un dernier mot, messieurs. Dans cette situation-là, c'est plutôt les Celtics sur lesquels j'aurais un œil parce que je me dis qu'ils ont quand même les armes pour aller super loin parce que Tatum et Brown, c'est très très fort. Tatum, c'est hyper clutch. Smart, c'est de la défense énorme. Je trouve que je sais pas comment je serais incapable de construire une équipe, de dire quel profil de joueur manque dans cette équipe. Mais je pense que si on rajoute ce qu'il manque, sans savoir de quoi je parle, si on rajoute ce qu'il manque, non, j'ai pas d'idée sur un joueur précis, mais ça c'est le rôle de Daniel chez les Celtics, des managers. Et de dire s'ils rajoutent la pièce qui manque, je veux dire, eux ils ont beaucoup de choses pour, avec un petit détail, franchir vraiment le palier et aller emmerder les meilleures, faire partie des meilleures équipes. Je pense que les Celtics, ça peut être une vraie bonne surprise avec un recrutement fin, quoi. Merci messieurs pour cette thématique. On va passer à la seconde thématique. On va parler de l'après LeBron James, qui selon vous va incarner le futur de la ligue. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Victor Ladine. Troisième et dernière partie de ce podcast numéro 5, dimanche 14 mars 2021. On va parler de l'avenir, messieurs, de l'après LeBron James, parce qu'il va bien falloir s'y faire. Il y aura un après LeBron James, qui selon vous va incarner l'avenir de la ligue, puisqu'on peut le dire, hein, LeBron incarne la ligue à lui tout seul depuis maintenant presque une quinzaine d'années. Qui, selon vous, est le mieux placé à les épaules, la carrure, la prestance pour incarner le futur de la ligue? Déjà, LeBron, aujourd'hui, il est encore là. L'année prochaine, il sera encore là. Je pense qu'on va le voir. Il est toujours au top niveau, on est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'au moins pendant 2-3 ans, ça sera toujours lui le président de la ligue. Après, qui sera derrière lui? Je pense qu'il y a tout un tas de top players, mais un mec avec son influence, son niveau et ses résultats, pour l'instant, je vois pas. Moi, je vois pas. J'attends les propositions. Jenny Booth, elle a dit 10 ans quand même. Il peut encore jouer 10 ans. Elle a dit que, bon. Ouais, mais il va falloir le compter avec lui. Il sera encore le chef du village, peut-être 1 ou 2 ans, comme le dit Vincent. On peut à peu près le penser parce que c'est un mec sérieux, éthique. On l'a vu pendant les fêtes, il boit pas d'alcool, il fait pas d'écart, c'est une machine, il travaille tout ce qu'on veut. L'anti-Neymar, c'est possible. Ben, ça c'est fait. Moi, je pense quand même que le seul joueur, même si évidemment c'est pas la même star, mais le seul qui pour moi est en dehors de la meute, c'est Kevin Durant. Maintenant, comment il va revenir après sa blessure et dans le climat des Nets, je ne sais pas s'il va avoir l'aura qu'il a déjà eu dans le passé, mais quand on regarde Kevin Durant époque OKC ou Kevin Durant époque Warriors, pour moi, c'est lui le deuxième meilleur joueur de la ligue et je pense comme ça que ça sera lui le remplaçant quand LeBron va partir. Après, le joueur qui peut, dans le futur, éclabousser, pour moi, ça sera Doncic, mais le relais immédiat, pour moi, c'est Durant. Ouais, enfin,
j'aime beaucoup Kevin Durant, hein, j'aime vraiment beaucoup, mais je suis lavé vite. Aujourd'hui, pour moi, l'horizon, après LeBron James, tu sais, après Jordan, tu avais Kobe, après Kobe, tu avais LeBron, après LeBron, là, au moment où nous parlons, je vois pas qui. Je m'étais mis en tête Giannis, mais en regardant, il fait des stats, mais je veux dire, l'impact qu'a LeBron James sur le jeu, sur la ligue et tout ça, enfin, je vois personne qui, aujourd'hui, au moment où nous parlons, je vois personne qui pourrait prendre le relais et avoir un tel impact sur la ligue aujourd'hui. Bah, et même dans les années. C'est difficile, c'est vrai, mais quand tu vois au vu de l'évolution de la ligue et comment le jeu s'est développé, comment c'est rapide et comment ça s'est étiré, la question est de se poser, est-ce que ça va être toujours un profil ailier, est-ce que ça va passer meneur, KD, vous comprenez, ou est-ce que ça va passer meneur, ou est-ce que ça va être encore les plus grands qui sont un type Davis, un Joker, un Adebayo qui va encore s'améliorer et compagnie. Difficile de dire vraiment qui va pouvoir avoir cette aura et porter et être vraiment le nouvel emblème en fait de la ligue. Alors, il y avait Kevin Durant, je pense, qui était bien lancé. Je ne suis pas sûr, au vu de ce qu'il a fait, même s'il est très fort, hein, je veux dire, c'est le deuxième joueur de la ligue. Mais quand tu regardes déjà ce qu'il a fait par rapport à LeBron, comment est-ce qu'il a pu améliorer en fait les joueurs et l'équipe autour de lui? Même si LeBron, il est parti à South Beach et qu'il a fait sa super team avec ses potes, quand il est revenu et n'importe où il est allé, regarde comment il a son impact en fait par rapport à son équipe et comment il a évolué. Mais le truc, c'est pas de dire qui peut remplacer LeBron et faire comme lui. C'est qui sera la star de la NBA une fois que LeBron va laisser le trône. C'est ce que je dis. Je dis pas en fait le copycat de LeBron, mais de dire par rapport à l'impact, tu es très fort, très bien, tes qualités, mais ce que tu fais par rapport à l'équipe et l'aura et l'emblème que tu peux être par rapport à la NBA. Je suis pas sûr que KD l'est, le soit. Kawhi l'était à un moment donné. Est-ce que c'est les bigs? Est-ce que ça va être un Tatum ou un Booker à un moment donné? Difficile de dire qui va être vraiment l'emblème, ou est-ce que ça va être, comme je dis, Davis ou Embiid ou Adebayo à un moment donné. Est-ce que il va avoir un changement de force? Vincent? Non. Déjà, faut se projeter. Faut se projeter parce que pour moi, LeBron aujourd'hui, il est au top. Il n'est pas sur le déclin. On est d'accord là-dessus? Il est au top. Bien sûr, il est rattrapé par l'âge. Donc, on peut imaginer que il a encore 2 ou 3 ans à jouer au top niveau. Donc, d'ici là, c'est lui qui est sur le trône, il n'y a rien à dire. Façon de parler, plutôt qui a sa couronne, on va dire. Mais alors, dans 3 ans, Kevin Durant, ça fait déjà. Je crois qu'il a été drafté en 2007. Kevin Durant, LeBron, pour moi, c'est la même chose, sauf que Kevin Durant, il est légèrement en dessous. Dans 2-3 ans, Kevin Durant, il sera peut-être aussi sur le déclin. Donc, je pense qu'il faut miser autre part. Ouais, quand j'entends Tatum, quand j'entends Booker, peut-être. Moi, je n'y crois pas. Mais si c'est derrière, si on parle avec un grand écart, parce que j'ai peur que, en fait, le truc, c'est que MJ, Kobe, la transition, elle a été rapide parce que Kobe, il a eu Shaq qui lui a permis de briller en relais très, très rapidement. Après, il a eu une deuxième période faste. Mais sinon, il y aurait eu une période quand même un peu de flottement. J'ai peur qu'effectivement, avec LeBron, le moment où il va partir, où son niveau va vraiment descendre, il y aura peut-être un moment de flottement. Et c'est dans ce moment-là de flottement, avant que le nouveau chef arrive, où je disais que je pense que Durant sera le leader. Justement, excuse-moi, Pierre. Pierre, justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, est-ce que selon vous, ça peut arriver justement cette période de flottement, une fois que LeBron sera parti? Je parle pour la NBA en général, de passer après. Bien sûr, c'est normal. Bien sûr. On a franchement, 30 superstars dans la ligue. On a une chance incroyable. C'est des joueurs plus forts les uns que les autres. Mais ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on vit depuis 18 ans, parce que c'est 2003, LeBron, ce qu'on vit depuis 18 ans avec LeBron, c'est exceptionnel. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, 10 finales NBA, 10 finales NBA, c'est incroyable. C'est comme quand tu auras plus Federer, Nadal, Djokovic, ça va sembler un ton en dessous. On continuera à regarder le tennis, on continuera à regarder les finales, mais les grands chelems et les finales, mais ça sera un ton en dessous. Là, l'après LeBron, va falloir. Il y aura personne à son niveau pendant un moment. Hein. LeBron, c'est quand même, d'après moi, on s'approche de
de l'élite all-time. Hein. Oui, bah, il est dans la discussion top 5, facile top 5 pour tout le monde et dans le top 2, top 3 pour la majorité. Ouais, je dirais pas de discussion là. Oui. Je dirais que dans les jeunes joueurs, si maintenant on s'attache à se dire, bon, allez, peut-être les 25 et moins qui peuvent tenir la ligue pour dans le futur, moi, par contre, je vois vraiment une différence entre Doncic et les autres. Alors, peut-être que je suis trop fan et que j'ai trop d'amour pour lui, mais je trouve vraiment que... un petit peu, je trouve un petit peu. Même si déjà, les bons... je mettrais déjà... Il y a un petit parti pris. Tout s'explique. Ouais, non, c'est vrai qu'il y aura un petit trou. Et alors après, dominer, on parle beaucoup de... non, pour être plus sérieux, dominer la ligue après LeBron, je verrais bien Giannis. On parle beaucoup de KD, oui, KD, mais pareil, comme Vinci disait, lui donne 2-3 années, effectivement, pour qu'il commence à baisser de pied. Enfin, j'espère que ça durera un petit peu plus longtemps pour lui. Mais je vois bien Giannis vraiment en patron. Maintenant, ça sera jamais au niveau de LeBron James pour moi. Personne n'a évoqué Zion? Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question, Chos. Parce que franchement, j'étais assez sceptique à ce qu'on a vu de lui l'année dernière. Cette année, même en étant toujours très limité techniquement, pour moi, il est toujours très limité techniquement, il arrive quand même à, je sais plus, 26 points, 8 rebonds, à 65% de réussite au tir. C'est quand même très efficace. Après, j'ai du mal à croire qu'un mec qui est essoufflé après quelques allers-retours sur un terrain, il puisse devenir un top player. Quoi. Oh, t'es méchant là t'es dur. Parce qu'il est pas si essoufflé que ça. Maintenant, cette saison, il commence à jouer même en point forward, où il commence à remonter la balle et organiser le jeu et lancer les systèmes. Ouais, mais on parle de venir derrière LeBron quand même. Il n'est actif que quand on lui donne le ballon. Il se passe jamais. L'année dernière, je suis d'accord, mais je trouve que cette année, moins. Je trouve qu'il fait. Quand il l'a pas et que c'est. Par moment, ça arrive que ce soit Ingram et Ball qui déclenchent les attaques. Souvent, il va aller faire une petite coupe ligne de fond. Il va aller poser un écran pour faire le roll et partir après pour aller attaquer le cercle. Je trouve qu'il est plus. L'année dernière, effectivement, il était unidimensionnel. Un bulldozer qui fait que ce qu'il fait. Je trouve qu'il commence à rajouter un peu à la palette. Cette année, pour te donner un ordre d'idée, il marque plus de 20 points. Il marque 28 points par match, je crois. 26 ou 28 points par match. Il en marque 20 dans la raquette. Okay. Ouais, mais c'est vrai qu'il fait que Thomas ou des shoots à 1 mètre. Quoi. C'est vrai que ça. Et des shoots après rebond offensif de ses propres tirs ratés. C'est impressionnant. mais c'est quand même le mec, peut-être. Voilà, là, OK, les Pelicans, pardon. Nouvelle-Orléans, on a du mal à les voir prochainement au top niveau de la ligue. Mais c'est quand même peut-être le mec qui peut avoir un impact de fou. Parce que même niveau marketing, niveau. Ça peut se comparer. C'était déjà un phénomène au lycée. Depuis toujours, c'est un phénomène parce qu'on voyait son physique hors norme et tout. C'est vrai que c'est celui qu'on pourrait rapprocher de LeBron. Après, il faudrait qu'il travaille quand même. Il faudrait qu'il travaille un peu. Ouais. J'y crois pas quand même. Ça serait une star, mais j'y crois pas. Et surtout longévité par rapport à son style de jeu et les sollicitations qu'il a sur son physique. Quoi. Est-ce que ça va pouvoir durer par rapport à d'autres personnes? Et surtout, comme tu le dis, l'évolution de sa palette de jeu, parce que les équipes à un moment donné vont savoir, bon, tu sais quoi, dès qu'on lui donne la balle, voilà ce qu'il va faire, même s'il peut mettre quelques shoots à 3 points, faire des coups, y aller. Ça serait intéressant de voir. Tu parles de ses shoots à 3 points, Muggsy. Je crois que le premier match de sa carrière, il a fait 3 sur 3. Tout le monde a dit, oh, mais c'est un shooter et tout. Je ne sais pas s'il a remarqué depuis. Hein. Il aura 3 points l'année prochaine ou pas? Au All-Star Game Non, mais tu vois, lui, au Slam Dunk Contest, ça doit être quelque chose quand même. S'il a juste à faire des gros dunks, ça doit être quelque chose. Vous m'avez snobé, vous n'avez pas voulu dire un mot. On a fait une conférence de rédaction, vous n'avez pas voulu parler du All-Star Game. Mais quand même, c'était un super spectacle. Bon, coup, c'était pas prévu, mais je le dis, je prends la parole. C'était un super spectacle. On a vu Kylo, l'équipe de LeBron, avec LeBron qui joue que 12 minutes, a été phénoménal. Avec Curry, avec Lillard, avec Giannis, à plus de 30 points, enfin quasiment, c'était dingue. Des shoots de milieu de terrain, le concours à 3 points, c'était fabuleux à niveau de dingue. Avec Stephen Curry qui a fait plaisir. Et les dunks, c'était cool. Non, c'était nul les dunks. En tout cas, félicitations à Vincent, Pierre et Zi, je crois qu'ils ont tenu le coup dans la nuit.
Ouais, mais j'ai lâché avant le 4e quart. C'est Vincent et Zich qui ont terminé le game. Moi, j'ai lâché au 3e quart. Mais, tout ça pour dire qu'il y avait aussi un mec à un moment donné qui est dans la discussion pour être aussi fort que Trae Young, et puis je crois que maintenant tout le monde l'a rangé. C'est juste que Luka Doncic, c'est Trae Young. Trae Young, il a eu une grosse hype au moment où il est arrivé. On a dit Atlanta a peut-être pas mal fait de l'échanger Doncic. Maintenant, plus personne va les mettre dans la même catégorie, et voilà, c'est tout. C'était juste pour cracher sur Trae Young, c'était grave. Mais il n'est pas au niveau de LeBron. On passe à autre chose. Merci. Une transition avec notre quiz pour terminer cette émission. Donc, on a compris, compliqué aujourd'hui de trouver qui pour vous pourra incarner le futur de la NBA, mais c'est bien, on a eu des avis différents, c'est cool. Transition avec Lucas. Et félicitations à Damantas Sabonis qui a remporté le Skill Challenge, une compétition super intéressante. Vraiment, le Skill Challenge, faire 3 passes et un shoot à 3 points, c'est super spectaculaire et très intéressant. Justement, Damantas Sabonis, Luka Doncic, on va parler des étrangers en NBA ce soir dans ce quiz. Alors, j'ai un petit peu galéré, je pensais que ça serait plus facile pour trouver des questions, donc m'en voulez pas trop. On va commencer... On va commencer avec une question qui nous intéresse, nous Français. Qui peut me donner le nombre de Français qui ont évolué depuis le début de l'histoire en NBA? Alors, on lève la main et puis on parle. Vincent? 36. Pas loin du tout. Maxi? 32. Non. Pierre? 35. Non plus. Victor? 37, Victor. Si on l'avait laissé commencer en premier, il aurait été 158. Qui a été Ce qu'il faut demander maintenant, c'est le premier et le dernier. C'est ça qui est marrant. Ouais, le premier. Digbe. Olivier Saint-Jean. Tariq Abdouloua. Olivier Saint-Jean. Olivier Saint-Jean. Et le dernier? Le dernier, c'est le dernier drafté. Ouais, alors, je pourrais pas vous dire qui est officiellement le dernier, mais. Kylian Tilly. Non. En tout cas, ils font partie de la dernière fournée. Qui est le premier joueur étranger à avoir remporté le titre de joueur ayant le plus progressé? Boris Dio. Detlef Schrempf. Non. Vincent? Non, j'allais dire Boris Dio aussi. Pierre? C'est pas Detlef Schrempf. Non. Muggs? Nowitzki. Comment? Nowitzki. C'est Muggs. Non, Muggs, c'est à Muggs de parler. Hakim Olajuwon. Non plus. Il est très grand. Ah non. Vic? Manu Ball. Non. Mais il est très grand quand même. Oui. Yao Ming. Non plus. Autre indice. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice? Si je vous donne un indice, ça va être trop facile. Il fait partie il est de la même nationalité que le Maradona des Carpates. Georges Murazan. Pour la prononciation, c'est pas la bonne, mais t'as compris l'idée. C'est Murazan. Murazan. Il a été je l'avais en tête depuis tout à l'heure. En 96. En 96, sous le maillot des Washington Bullets. Combien de joueurs étrangers cette année en NBA? Vincent? 55. Non, beaucoup plus. Pierre? 186. Beaucoup moins. Muggs? 85. Pas loin. On s'approche. Enfin, on s'approche. 90. Non plus. Vic qui ramasse les miettes comme dans la vie. C'est Zichan le spécialiste. On est à un peu plus de 100. Ok. Quel est le premier contingent? C'est la France? Canadien. Canadien, la premier contingent. C'était ma question d'après. Américain. Merci d'avoir niqué mon truc, c'était ma prochaine question. Donne-moi les points. Qui est le premier MVP étranger de l'histoire? Pierre? Nowitzki. Non plus. Non, c'est Nash. Non plus. Non. Dehors. Mais Hakim. Voilà. Vous n'avez pas levé la main, mais. C'est pour ça, Vic. Il a donné 3 réponses aussi, là. Je peux donner ma réponse? J'ai levé le doigt. Avec les Américains, je pense qu'il avait été nigérian. Ouais, Hakim, j'ai toujours du mal à le mettre dans les étrangers. Ouais, je sais. Mais bon, à la base, il est nigérian. Mais c'est quand même ce que j'allais dire. Qui est le meilleur marqueur étranger d'histoire? Facile. Pierre? Dirk Nowitzki. Quand même. Enfin, il a réussi à le placer.
Et enfin, Voilà. dernière question. Qui est le premier choix de draft étranger de l'histoire? Moi, Oui, Vic? attends. Moïse? Non plus. Moïse? Vincent? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Moïse, Qu'est-ce qu'il raconte? Vincent? C'est Yaomi. Non plus. Non plus. Non, Pierre? Qu'est-ce qu'il raconte? Marko Milicic. Non plus. Mais non. Mais vous avez pas compris la question Le ou pas? premier choix de draft étranger. C'est un Le indice? premier étranger qui a été drafté. Hakim, Non, dit, le ouais, premier ouais, étranger avait arrêté. Le premier étranger avait avoir été choix de draft numéro 1. Hakim, on est con. Ouais, tu l'as dit, Vince. Non plus. Non, encore. C'est le fils. Ah oui, alors celui-là, si vous le trouvez, vous êtes costaud. Hein. C'est le fils. Ah bon. Enfin, après, avec le. Ça peut aider peut-être avec l'indice. C'est le. Bah, c'est le but. Hein. C'est le père d'un triple champion NBA. Assez récent. Triple champion NBA assez récent. Pierre? Triple Je sais champion pas. NBA européen. Michael Thompson. Bien joué, Pierre. Le père de Klay Ouais. Thompson. Le père Il de est Klay étranger. Thompson. Il est bahaméen. Ouais. Je sais plus où j'ai lu ça. Il est C'est bahaméen. un vieux. Voilà, vieille lecture. Bravo, messieurs. Non, je suis resté sur les Français, moi. En tout cas, le Moïse choix de draft numéro 1, il va rester. Hein. Vince était resté sur les Chinois. Le Moïse choix de draft va rester. Ah ouais, le Jérôme Moïse, il est pas mal. Bon, Il a messieurs. été drafté haut en plus, hein, Moïse. Attention. Hein. Ah, peut-être, j'ai pas Ah, vérifié. Pas premier, mais je les déconne. C'est les 6 d'ailleurs qui le prennent. Je crois que c'était Ouais, il me semble. après son passage en Australie. Messieurs, merci pour cette belle émission. On a bien rigolé, on a bien discuté, on a bien rigolé en tout cas. Ça fait du bien. T'es pas obligé de le mettre sur YouTube, hein, celui-là. Mais t'inquiète pas, il y a que nous qui la regardons. Hein. Qu'il est re-regardons du coup ça. Bon, passez une très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Profitez bien. Je sais pas quel match est prévu ce soir. On n'a pas Flo, là, notre programmateur Beansport. Si, il y a Golden State contre ce soir à dimanche, mais de toute façon, ça sera pas en ligne. Donc bref, on va kiffer. Voilà. Allez, bisous les gars. Merci encore, Tchuss. Bravo, les Merci gars. la rédaction. Ciao. Allez, bon bisous, bye.